documentaire dans le sens que on les laissait bouger dans la scène avec des scènes très longues, sans couper la scène comme on faisait dans le cinéma classique des années 60, 70 américain. Voilà, avec des grands plans séquences, on les laissait libres dans l'espace, bien sûr, avec le texte qu'ils avaient appris, etc. Mais nous, donc, on était là à les suivant, mais sans les couper tout le temps. Et donc, pour laisser une authenticité, parce que aussi l'autre acteur, l'avocat, l'acteur principal, c'est un acteur qui a fait un film, mais c'est pas des acteurs techniques qui répètent exactement à chaque fois la même chose, sans changer parfois. Donc, mais moi j'aime bien ce côté qui est vrai et qui donne espace aussi à des choses qui sont pas préparées. Merci pour cette réponse très riche. C'est exceptionnel. On adore avoir les coulisses de toute façon des films. Et en parlant des coulisses, c'est un film, bon, tu as parlé de l'actrice, une actrice qui est tout en contraste, donc l'élégance, en même temps ce côté presque animal, viscéral comme tu le dis, mais c'est un film qui traite des thèmes, pas un seul, mais plusieurs thèmes qui sont tout en contraste. On a bien évidemment le passé qui se bat contre la modernité. On a un film en effet qui met en contraste énormément de choses. Tu parles de la langue également. C'est un film qui, visiblement, est très personnel, ce que tu as mis aussi du tien. La question, c'est comment on arrive à imaginer ce type d'œuvre, ce type de produit. Pas un produit, désolé. J'ai dit le mot qu'il ne fallait absolument pas utiliser. C'est ce type d'œuvre. Ma question est la suivante. Tu as déjà fait sortir un film il y a peu, mais est-ce que ce projet est un projet récent, ou est-ce que ces thèmes que tu viens d'aborder, qui sont donc différents plutôt, sont des thèmes que tu as déjà cogités dans le passé? Le point de départ, c'est une histoire vraie. Enfin, on a lu sur le journal une histoire vraie qui s'est passée en Sardaigne il y a quelques années. C'était un ancien berger, un paysan qui a fait effectivement cette lutte contre un resort touristique qu'il voulait construire sur sa terre. Donc la vraie histoire, c'était ce vieux monsieur avec sa fille, et donc qui avait gagné, parce qu'en Italie, le pouvoir, enfin le pouvoir, il gagne presque toujours, même si c'est un pays démocrate. Le système judiciaire, théoriquement, il fonctionne. Il y a des lois écrites depuis Giulio Cesare, depuis l'Empire romain. Donc, sous l'écrit, il fonctionne très bien, mais on sait bien que le pouvoir arrive à gagner, et même des tout-puissants, souvent, ils n'ont pas condamné, ou ils s'échappent à la loi. Dans le cas de Berlusconi ou d'autres politiciens corrompus avec la mafia, etc., etc. Même les côtes, elles sont pleines justement des bâtiments qui ont été construits sans autorisation. Et voilà, donc c'était un cas très rare que David gagne contre Goliath. Donc lui, ce paysan, il a gagné contre un énorme groupe immobilier qui, dans la réalité, c'était un groupe Benetton Marcegaglia. Benetton, vous connaissez tout le monde, mais Marcegaglia, c'est une grosse famille d'entrepreneurs italiens. Donc la femme est la présidente de la plus grosse association d'industrie italienne. Donc un groupe énorme. Et miraculeusement, il a gagné. Donc pour moi, pour mes collaborateurs du développement, on a trouvé cette histoire intéressante, et donc on a commencé. Après, je venais de faire un documentaire sur une bergère, par contre au nord de Rome, qui continue avec la tradition de l'élevage des vaches sauvages. Butteri s'appelle, c'est les Butteri. Et donc, j'avais fait ce documentaire où je racontais la vie de cette fille qui se bat dans un environnement un peu macho, dans un métier quand même macho, cowboy italien, voilà, des cowboys italiens. Et donc, je l'avais admiré dans ce travail toute seule, le fait au froid, parce que son père est mort, et donc elle continuait la tradition contre sa mère qui lui disait va travailler, faire un travail normal. Elle, par contre, elle continuait. Donc, j'ai fait un peu un mélange entre ces deux histoires. Et aussi parce que j'ai trouvé que le côté féminin d'une bergère, en fait, d'un berger qui est féminin, et aussi d'un cultivateur qui est féminin, je trouvais à travers elle que c'est un rapport différent avec la terre et avec les animaux.
je trouvais que c'est un rapport presque maternel, soit avec les animaux, soit avec la terre, et qui se précise concrètement dans des moments où, par exemple, quand elle n'a pas d'argent, elle ne veut pas vendre les chèvres, elle ne veut pas les amener à l'abattoir. Ça vient, par exemple, de la vraie histoire d'elle. Par exemple, qu'elle n'a pas d'argent, sa mère lui dit, mais vends les vaches qui sont vieilles. Je dis, non, moi, je ne vais pas les vendre. Maintenant, pas parce qu'ils font plus de lait, d'enfants, des veaux. Et donc, sa mère lui dit, mais ils font plus de veaux, tu t'en fous, tu peux les vendre, tu mets dans l'abattoir. Je dis, non, c'est pas parce qu'ils font plus de veaux qu'il faut les mettre à l'abattoir. Enfin, en plus, c'est un concept très moderne et très féministe, je trouve. Qu'une femme, elle n'est pas une femme seulement quand elle peut faire des enfants, aussi fait des enfants. Et voilà, donc certains éléments, je les ai ramenés chez lui. Et voilà, oui, bien sûr, et ça a amené des thèmes qui me sont familiers, qui sont importants pour moi, donc la violence sur les femmes, l'émancipation des femmes, avec le concept de l'environnement. Le concept de l'environnement où, pour moi, en fait, dans le film, elle est pas, ça doit pas être, ça voulait jamais être un film didactique ou idéologique, dans le sens, après, s'il y a un thème qui ressort sur l'environnement, l'environnement, la pollution, etc., c'est bien, mais ça doit pas être la première chose. On ne fait pas des films didactiques. Pour moi, ça doit être un voyage que le spectateur fait, une aventure humaine, dramatique, et qui prend le spectateur, qui te fait vivre des émotions. Après, s'il y a en plus des thèmes qui ressortent, très bien. Mais et pour ça, elle n'est pas comme Greta Thunberg. En fait, elle fait pas cette bataille contre le ressort pour un idéal. Elle le fait pour moi pour un côté viscéral. Et même au début, pour moi, c'est quelque chose d'inconscient, parce que la première fois, elle a reçu cette violence physique, elle n'a pas eu le courage, elle n'a pas eu la force de s'échapper et de dénoncer. Et donc, elle souffre encore cette blessure, pas seulement la blessure physique de la violence, mais aussi la blessure, en fait, la culpabilité qu'elle n'a pas su sauver son enfant et elle n'a pas su sauver elle-même. Donc, cette idée culpable, cette fois-ci, donc, elle vit une agression une deuxième fois. C'est une agression similaire, métaphorique, parce qu'ils violent la terre, ils détruisent la terre. Et donc, inconsciemment, elle dit non. La deuxième fois, je dis non, cette fois-ci, je me rébelle, je ne vais pas accepter. Donc, pour moi, elle le fait, en fait, de façon inconsciente. Et après, bien sûr, il y a aussi l'inconscient qui vient, cette terre qu'elle veut défendre, qu'elle a sauvée, qu'elle a aidé à soigner ses blessures, la tradition du père, parce que c'est des choses qu'elle a à l'intérieur, sinon elle ne serait pas revenue à vivre avec eux, donc c'est des choses qui sont intérieures. Voilà, mais moi j'aime bien travailler beaucoup avec l'inconscient de personnages et l'intériorité que même comme nous dans la vie normale, en fait, il y a des choses qu'on fait et on ne sait pas qu'on les fait pour d'autres raisons qu'on découvre après ou qu'on ne découvrira jamais. Peut-être que les gens autour de nous, ils voient, mais on fonctionne comme ça. On fait des choses d'instant et après, peut-être si on fait des séances de psychothérapie ou si des amis nous disent, on comprend qu'on les fait pour d'autres raisons différentes, mais nous, on ne le fait pas. Encore merci. J'ai face à moi un public qui a sûrement peut-être des curiosités, des choses qu'il aimerait savoir. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait en poser? J'ai entendu oui, peut-être. Ah, monsieur, j'arrive. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec Anna? Ah, bah, vous avez fait. Où se trouve Anna? Elle a raté l'avion. Non, à ce moment, en fait, elle travaille comme assistant réalisateur, parce que c'est quelqu'un qui veut faire des choses, elle reste jamais sans bouger. Donc, elle tourne un film dans les pouilles, mais pas en tant qu'actrice, mais en tant qu'assistant réalisatrice, oui. Parce qu'encore, disons, les films, il vient de sortir à Venise en septembre, il n'est pas sorti encore au cinéma. Donc, en Italie, encore, on ne la connaît pas. Ils ne la connaissent pas, parce que c'est le premier film important qu'elle a fait. Donc, les castings, encore, les réalisateurs, ils ne la connaissent pas.
parce que je pense que dès qu'ils vont la voir, ils vont l'appeler beaucoup. Enfin, j'espère. Mais encore, ils la connaissent pas, donc plutôt que de rester sans travail, ils préfèrent faire des travaux différents. Monsieur. Oui. Pourquoi vous filmez en plan rapproché si près des personnages? L'idée, c'était de vraiment de faire un film subjectif, en suivant son personnage, son âme, un peu au rythme de sa respiration, de son cœur, vraiment, de son corps, et être donc vraiment toujours à côté d'elle, et avec donc la caméra suit un peu son esprit, son être âpre, son être pas fluide, parce qu'il y a des plans fluides, en fait, les plans des contrastes et les plans d'aspérité, et donc voilà, c'est pour ça que la caméra et l'image, ils sont comme son intériorité, sale, disons. Il y a les rayons de lumière du soleil qui rentrent dans la caméra, donc qui font des flares, oui, des flares, des reflets, ça s'appelle flares. Ouais, voilà, c'est comme un diamant brut. Voilà, toute cette aspérité, on peut dire, toutes ces aspérités de l'image qui, voilà, inconsciemment, consciemment, amène au personnage. Parce que pour moi, je viens de la photo, donc pour moi, l'image est très importante, surtout au cinéma, plus que sur Netflix, parce que l'image est grande, hein, pas parce que j'ai rien contre Netflix, parce que quand on est dans une salle, on peut jouir d'une vision énorme. Donc, il faut profiter de ces images, comme ils faisaient les réalisateurs, Ettore Scola, Antonioni, Fellini, etc., Kubrick. Peut-être que dans le cinéma moderne, certains ils en profitent un peu moins. Mais bon, il faut utiliser cette grande image, et donc pas seulement pour montrer des choses, mais à travers l'image, de façon inconsciente ou consciente, les couleurs, les mouvements, amener de la signification. Et donc voilà, une image comme ça, elle doit donner une émotion un peu d'instabilité et d'aspérité. Curiosité personnelle, tu parles d'histoire du cinéma, cette Madone qui arrive en hélicoptère, ça me rappelle quelque chose quand même, certains Fellini. Et après, tu as des références cinématographiques dans le film, bien évidemment, mais bon, je pense à Mani nella città, quand il y a la construction abusive, on saura abusive de cet hôtel. Et en même temps, on y retrouve, comme tu dis, de façon vraiment pas didactique, le message d'une certaine religion encore présente dans une population qui est archaïque, tout autant finalement que leur comportement. Il y a le patriarcat qui est là, on est bien d'accord. Donc c'est assez quand même complexe, et on voit cette dame face à une communauté qui la déteste. Mais j'y trouve aussi, et je serais peut-être un peu pédant, désolé, un côté pasolinien, il pianto della scavatrice. Mais dans ce cas de figure, c'est pas l'excavatrice qui pleure, mais c'est plutôt elle en la regardant. Parce qu'elle voit disparaître finalement, à cause de la modernité, un passé qui est normalement beaucoup plus utile, surtout aujourd'hui. Parce que ton film est très moderne. C'est un retour finalement à la nature, et c'est ce que demandent les nouvelles générations. Tu as parlé de Greta Thunberg. Mais du coup, en effet, tu touches vraiment à des points qui, selon moi, sont très contemporains. Est-ce qu'il y a, du coup, d'autres curiosités? Oui. Vous avez besoin du micro ou... Non, tout à l'heure, vous parliez du Nouvel Hollywood. Est-ce que vous décrirez votre cinéma, est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité des cinéastes comme De Palma ou Scorsese? Je suis très flatté par ça. Donc, je ne sais pas, j'adore... Je pense qu'il y a beaucoup d'influence. Par exemple, à la Madone, il y a une scène, mais moi, quand je l'ai tournée, je ne me rappelais pas. Il y a une scène dans la Dolce Vita, ou dans 8 et demi. Ouais. Donc, il y a Dolce Vita, il y a une Madone. Donc, oui. Et, donc, il y a sûrement des cinéastes que j'adore, Scorsese, j'aime beaucoup. Tous les cinémas italiens, mais aussi des Américains, anglais, Kubrick, David Lynch. Par exemple, David Lynch, on ne va pas retrouver ici des choses de David Lynch. Donc, peut-être Pasolini, en fait, j'aime beaucoup des cinéastes, et
mais donc, je pense qu'inconsciemment, je mets en scène des choses que j'ai vues et que j'ai élaborées, que j'ai digérées, et donc j'ai vomi de façon inconsciente et transformées, ou un peu donc il n'y a pas d'autres gens, ils m'ont dit par exemple que oui, ils ont trouvé d'autres ressemblances que Jean-Julie peut nous aider, par exemple qu'Anna, c'était la séquence du début de Anna, elle commençait avec une danse aussi, dilatoide, voilà, qui s'appelait Anna. Ça, par exemple, je ne me rappelais pas, ou alors peut-être je l'ai vu, mais donc je l'ai fait. Donc je crois que tout artiste, en fait, c'est pas qu'on copie ou on fait hommage, en fait, on voit des choses, voilà, on voit des choses qu'on aime, et on a des images en soi, et après on les retransforme et donc appartenance, je sais pas, c'est un peu un mélange pour moi, même des cinéastes modernes, par exemple Andrea Arnold, par exemple, que c'est un cinéaste anglaise qui bouge beaucoup la caméra, qui détruit beaucoup la narration, par exemple, c'est très intéressant. Donc pour moi, je crois qu'il y a un mélange de beaucoup d'artistes, des cinéastes ou des peintres aussi, en fait. Madame. Je voulais savoir si un avocat qui s'affiche avec sa cliente et qui a une relation intime avec elle, est-ce que ça ne pose pas de problème au niveau d'un procès? Si on arrive demain, on se paye encore des absents, on se met encore 100 euros. Bon, par exemple, en Italie, il y a eu un cas très, très connu c'était un jeune qui a été tué par les carabiniers en Italie parce qu'il avait été trouvé avec de la drogue cookie. Il a été frappé par la police et tué par les carabiniers. Je vous excuse. Vous n'avez pas besoin d'excuses. Grazie a voi. Grazie a voi. Donc pour ce qui reste, oui. Oui, donc il y a eu la sorella, la sœur de Cookie, de ce mec qui a été tué par la police. Par exemple, il a eu une histoire d'amour avec l'avocat en Italie. Je ne sais pas l'histoire d'amour, quand elle a commencé. Maintenant, ils sont mariés et tout. Et après, c'est la fiction, donc... Pardon ? Ah oui, qu'il a les prix, que tu as l'impression on voyait vraiment ces traits comment te dire, ça met presque mal à l'aise. Non, maintenant, ah oui, l'intimité. Disons que dans le film, ils sont vraiment l'histoire à la fin du film, mais disons que c'est une création artistique, on ne s'est pas posé la question. Merci. Merci encore. Merci. Bravo. Merci. Désolé. Merci. Bonsoir. Lui le manteau, il semble bien. Vous avez d'autres questions? Jean-Gilly, notre super critique. Après, par exemple, ce qu'il a dit sur Pasolini, c'est intéressant pour nos réalisateurs que le public ou les critiques, mais pas seulement les critiques, même le public, ils trouvent dans tes films ils font des lectures que nous on n'a pas prévues. Parfois, justement, ce que je dis, quand on fait un cadrage, par exemple, des gens ils trouvent ah oui, dans le cadrage il y a un rappel, il y a une métaphore d'ici avec un autre truc. Voilà, Antigone, lui, il a trouvé Antigone dans certaines scènes. Et beaucoup de choses, on les fait inconsciemment, en fait au moins moi, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont des casualités. C'est pas, oui, parfois c'est la chance, mais d'autres fois c'est des choses qui sont faites intérieurement, inconsciemment, mais qui
et c'est pour ça que tu choisis un cadre et pas un autre, ou une actrice, ou plutôt qu'un autre acteur, ou une couleur, ou une phrase plutôt qu'un autre. Donc, en fait, pour moi, beaucoup de choses, ils se font inconsciemment, justement, de ventre et pas d'intellectuel. Bien sûr, on réfléchit beaucoup sur beaucoup de choses, mais beaucoup d'autres qui se font rapidement, ça vient de l'instinct. Peut-être, moi, je viens du photoreportage, je commençais comme photographe de presse. Je suis venu à Paris à travailler, je fais des études à Paris, et après j'étais photographe pour des agences Gamma, je fais des reportages des guerres en Yougoslavie ou en Sicile sous la mafia. Et quand tu es photoreporter, tu dois improviser beaucoup parce que, bien sûr, tu n'as pas le temps de mettre en scène des choses ou de décider, parce que les choses ils se passent très vite. Mais en même temps, tu as le temps de cadrer, de choisir ton cadrage, de la lumière, de choisir les personnages. Donc, très vite, tu dois composer quand même. Et là, donc, c'est d'instant que tu choisis. Et effectivement, même dans les photos de presse, de reportage, les miennes ou d'autres grands photographes, tu vois qu'il y a une composition, vous voyez qu'il y a un art, que c'est pas juste des photos pris comme ça. Donc, mais ça, c'est d'instant et dans la rapidité. Donc, c'est peut-être que c'est personnel, que ça vient de cette expérience de photoreporter, que parfois des choses sont plutôt instinctifs et pas intellectuels dans le cadrage ou même dans la mise en scène des films de fiction. Stanchezza. È tardi. Sì. Grand compliment de sa part. On aimerait vous garder jusqu'à minuit, mais est-ce que vous souhaitez rester encore un peu pour peut-être une curiosité, ou est-ce qu'on vous libère? Vous êtes roi, bien évidemment, le public est toujours roi. Je vais te dire, ouais. Parfait. Merci à vous. Je voulais te remercier au nom du festival. Merci pour ces péripéties. Donc, sachez que on était ici ce soir et il repart donc demain matin. Donc, vous êtes les spectateurs privilégiés de cette rencontre. Donc, un grand merci à vous et à bientôt dans nos salles, donc à partir de demain. Bonne soirée. Merci à vous.